Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. Dans ce petit podcast, je reçois Valentin pour parler du jeu de rôle en 1v1 et plus si affinité. En fait, après la Yes. vidéo que j'avais faite sur le jouer à deux, Valentin est venu spontanément me dire que c'était un sujet qui l'intéressait. Du coup, nous voici. Hello Valentin. Eh ben, très content de voir ton enthousiasme sur le sujet. Parce que bon, comme on se le disait en Ouais, ouais, ouais. off un peu juste avant, c'est pas forcément le cœur battant du jeu de rôle, quoi, le 1v1. Non, c'est clair. Bah, c'est une pratique qui est encore assez marginale. Il y a quand même quelques jeux de rôle qui sont publiés avec en visuel spécifiquement le jeu 1v1. Il y a des jeux, je peux citer quelques noms, Jardin des Esprits, Coma, mais c'est des jeux très indés, très alternatifs, et c'est pas forcément une pratique commune. Mais moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Je joue pas mal, enfin, je fais un peu de tout, mais j'aime beaucoup le 1v1. Ça fait pas mal d'années que je pratique. Je pratique aussi le jeu à plusieurs joueurs. Mais la majorité de mes parties sont quand même en 1v1. Et j'étais super intéressé par le podcast parce que c'est exactement les réflexions qui m'intéressent. Dans le sens où moi, je trouve le même plaisir que toi, Hugo, dans le 1v1, avec cette histoire d'immersion forte et d'agentivité forte. Et j'ai le même projet que toi d'essayer de rétro-ingénierer le 1v1 pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut prendre de cette forme de jeu, moi qui me plaît beaucoup, pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut garder ce qui fait vraiment le sel de ça et l'appliquer à du jeu à un meneur et plusieurs joueurs. Donc c'est un peu pour ça que je voulais te cuisiner aujourd'hui. Ok, bah ce que je te propose, c'est pour ceux qui n'ont pas entendu l'épisode précédent ou quoi que ce soit, tu nous dises comment toi, ouais, donc on a compris, on a un peu une accointance sur le fait qu'on se dit en 1v1 j'ai une immersion plus forte. Toi, Ouais. c'est quoi tes mots pour définir ça et tout, tu vois? Ouais, ben en fait, donc moi il y a déjà un élément que je trouve vraiment central que tu cites dans la vidéo, c'est l'engagement. En fait, il y a vraiment un engagement fort dans la partie du joueur qui est complètement focalisé sur son personnage, sur la partie, sur ce qui se passe. Et il y a très très peu de comment dire de sorties de jeu. Moi, c'est ça qui me plaît beaucoup. Où il y a à tout instant, je suis focalisé. Donc ça, c'est le côté vraiment immersif en tant que joueur. Il y a aussi le côté agentivité forte parce que en fait, c'est un peu comme si le meneur était à mon service entre guillemets, où je peux partir dans n'importe quelle direction et voilà, j'ai pas trop à me préoccuper de est-ce que ça va convenir à l'autre joueur. Si à un moment donné, j'ai envie vraiment de faire une scène super particulière, en fait, je me pose vraiment pas la question. Donc ça donne vraiment ce sentiment de liberté très très fort dans ce type de partie. Et à l'inverse, quand je suis MJ, je trouve ça vraiment très cool aussi. Parce que, tu vois, en miroir, je me sens vraiment au service du joueur. Et je peux vraiment l'accompagner dans tout ce qu'il ou elle a envie de faire. Vraiment voilà, j'ajuste totalement la narration, la fiction en réponse directement au joueur. Pareil, sans avoir à me préoccuper en tant que meneur de est-ce que ça va convenir à l'autre joueur ou aux autres joueurs. Est-ce que il faut pas essayer de raccrocher les morceaux, comment dire, de répartir la parole, de bien faire attention à ce que tout le monde s'amuse. Il y a un côté beaucoup plus direct, beaucoup plus simple en fait, beaucoup plus voilà, immédiat. Voilà dans mes mots un peu ce que moi je trouve dans le 1v1 pour le coup. Ouais. Yep. Bah ouais, je te rejoins complètement. Et il y a un truc. Alors, c'est déjà complètement un peu décalé comme sujet. Il y a un truc que je trouve très très stylé. C'est aussi, dont j'ai pas trop parlé dans la vidéo et qui fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, hein. J'entends par là qu'on n'est pas obligé de prolonger là-dessus. Mais c'est que par exemple, moi, dans Mm. une de mes games 1v1, celle où je suis MJ, ce mode 1v1 est hyper propice à un truc que je voulais faire et en groupe c'est beaucoup plus compliqué, c'est de faire des récits chorales. Et donc de dire en fait que, à la manière un peu d'un Game of Thrones, on va Ouais. avoir des points de vue de plusieurs personnages différents, mais incarnés à chaque fois par le même joueur en fait. Le joueur, il va pouvoir tantôt être tel personnage, puis à un moment donné on se dit il y a un truc intéressant qui se passe à 200 bornes, c'est toi aussi qui le joue. Et en fait, ça, c'est un truc que je trouvais très difficile à faire en groupe. Parce que, en fait, à chaque fois, tu vas essayer de foutre tes 4 joueurs dans chacune des situations qu'on va aller voir, tu vois. Ouais. Ce qui va faire que, comme c'est des situations, on va dire, un peu satellites, qui apparaissent comme ça, il y aura toujours un personnage fort et d'autres, on les a mis un peu en bouche-trou pour dire, ouais, il faut que vous aussi, vous soyez dans la scène. Enfin, genre. Et là, Ouais. là, on a ce truc, genre, de pouvoir zoomer, dézoomer à volonté
Enfin bref, ça donne beaucoup de liberté. Mais juste pour, pas pour prolonger, mais par curiosité, du coup, tu as pu tester cette forme-là? Ou c'est vraiment, t'anticipes? Là, je suis en train de le tester. En fait, je faisais une campagne, enfin, je fais une campagne de brigandine où le joueur au début c'est un meunier, tu vois. Donc au début, on était très focalisé sur son personnage, tac, sa famille, des enjeux très quotidiens. Et en fait, il s'est avéré que session 3, son meunier, il est mort. À ce moment-là, je lui ai dit, on va déjà, en fait, son moulin se fait attaquer. Il y a plusieurs PNJ dans le moulin qui gravitent autour de son meunier. Son meunier meurt. Je dis, ok, on jette des dés pour tous les gens du moulin, voir lesquels survivent, lesquels meurent, avant de la session prochaine. Donc on détermine qui survit et tout. Et là, je lui dis, ok, dans tout le cast des PNJ qu'on a joué jusqu'à maintenant, lequel tu veux reprendre? Je prends ma femme qui est enceinte. En fait, il jouait le couple des deux meuniers, quoi. Ok. Donc il reprend avec sa femme qui est enceinte. Et en fait, à la session qu'on a jouée aujourd'hui, il joue sa femme. Et on se rend compte à un moment qu'il arrive dans un endroit un peu à faible intensité, tu vois. Parce qu'en fait, comme il y a une instabilité politique et qu'il y a plein de factions qui se mettent en branle, finalement, son personnage, qui est une sorte de réfugié, il y a des choses intéressantes à raconter sur ce personnage, mais qui pourrait avoir... Enfin, il faut qu'il y ait du temps s'écoule pour que ça redevienne intéressant de jouer sa femme. Parce que là, elle est juste cachée dans une ville en attendant que les choses retombent. Et je lui dis, ce serait trop con de passer sur les événements en cours autour d'elle. Ce serait trop con aussi que je fasse juste de l'exposition. Donc en fait, tu vas jouer des gens qui sont acteurs de ce qui est en train de se passer autour de ton personnage principal, quoi. Et en fait, on s'est laissé sur la fin de la session où il a 3 persos maintenant, tu vois. Ouais, je vois. Bah, en fait, pour moi, c'est pas du tout déconnecté du sujet. Peut-être que je peux enchaîner sur un des points que je voulais aborder avec toi. Revenir sur quelques avantages du 1v1 sur lequel t'es peut-être pas passé en détail. Aussi, dans cet objectif de rétro-ingénierie. Il y a un point là que tu soulignes qui, pour moi, est aussi quelque chose que j'adore, c'est qu'on peut prendre le temps, en fait, d'aborder des enjeux qui sont plus liés au quotidien dans le 1v1. Parce que vraiment, il y a le temps et ça a vraiment du sens de faire ça. Pour d'autres joueurs qui seraient spectateurs, dans le cas avec plusieurs joueurs, on est toujours un peu gêné de faire ça, parce qu'on se demande si c'est pas du temps perdu entre guillemets ou si ça fait pas avancer l'action. Est-ce que dans le 1v1, si ça plaît aux joueurs, et en général c'est assez plaisant, bah on peut vraiment prendre le temps de jouer des petites scènes, des petits instants qui en fait ont quand même des enjeux un peu relationnels, des enjeux micro, mais ça fait partie, moi en tout cas, de mon habitude de jeu. D'ailleurs, si ça intéresse des gens, j'ai contribué à un article qui s'appelle le bac à sable du quotidien. Yep. C'est vraiment l'idée de coupler le côté bac à sable, donc agentivité à fond, quoi, mais sur des enjeux beaucoup plus quotidiens. Donc par exemple, si tu joues un paladin dans un univers avec des démons, bah tu vas jouer aussi le repas avec le boss des paladins qui est dépressif, et comment est-ce que tu te positionnes vis-à-vis de ça, et puis après il faudra repartir au combat, donc tu as quand même de l'action. Donc un mode de jeu aussi qui fait la part belle à ce genre de choses. C'est quand même possible avec plusieurs joueurs, mais c'est les plus grands succès de mon expérience, c'est quand même un joueur, un meneur, quoi. Ouais, surtout qu'une des petites difficultés de jouer du quotidien à plusieurs, parfois, c'est presque que, tu sais, quand tu es dans la posture de MJ et que tu proposes une scène du quotidien à un PJ, des fois, peut-être par erreur d'ailleurs, tu te dis, je dois un peu des scènes du quotidien aussi aux autres, quoi. Là où des fois, les autres, ils en veulent pas de ces scènes du quotidien. Donc en fait, t'en as un, il adore ça. Les autres, quand tu leur files la balle sur ce genre de truc, ils aiment pas trop. Et c'est pas je dirais que c'est pas nécessairement c'est pas naturel à la plupart des tables de jeux de rôle que ce soit les joueurs qui réclament les scènes. C'est plutôt le MJ qui va les distribuer. Et ouais, des fois ça crée un peu une sorte de friction. On y reviendra peut-être après parce qu'on va parler des trucs que seul le groupe permet. Forcément, tu perds quelque chose aussi en jouant un 1v1, je pense. Ouais, c'est ça. Bah, je vais revenir sur d'autres avantages que jouer en 1v1. Alors, je sais pas si t'en parles beaucoup ou pas. Je me rappelle plus dans la vidéo, mais en tout cas, il y a moi un point qui me frustre énormément en fait quand il y a plusieurs joueurs. C'est ça dépend des joueurs en fait. Il y a des joueurs qui se disciplinent, d'autres pas. Mais c'est le hors roleplay pour la planification. Donc ça, c'est un peu un truc qui revient tout le temps. Mais dès que tu as pas mal de joueurs, souvent tu vas avoir des scènes de joueurs qui discutent entre eux sur la marche à suivre et qui peuvent s'éterniser. Et quelque part, j'en veux pas tant aux joueurs que ça, parce que c'est quand même la manière la plus efficace de résoudre les problèmes. Tu vois, de sortir un peu de son personnage et de discuter de joueur à joueur. Tu pourrais roleplayer ces scènes, mais en fait, ça les rallongerait. Si jamais
enfin, il y a un côté un peu paradoxal. Si tu as vraiment très envie d'atteindre ton objectif, admettons, ce qu'on a envie de faire dans une partie de jeu de rôle, on a envie que les joueurs soient quand même super motivés. Bah, en fait, ça les motive aussi à être efficaces. Et pour être efficace, souvent, vaut mieux faire du hors roleplay. Ça, moi, c'est un des points qui disparaît totalement en 1v1. Et pour moi, c'est vraiment une respiration personnelle. Je sais pas si tu as le même sentiment que moi. C'est pas forcément un truc qui te dérange. Alors, le hors roleplay me dérange pas justement plus que ça, on va dire, sur un point de vue. Je suis complètement d'accord avec toi, c'est le plus efficace. Et ça me dérange pas d'écouter du hors roleplay. En fait, force est de constater que même en hors roleplay, en fait, il y a une conversation qui peut s'installer qui va être ennuyeuse. Je dirais, Ouais. même si on est en hors roleplay, elle n'est pas forcément non plus à bâton rompu. Il faudrait remonter encore d'un niveau des fois pour moi. C'est-à-dire que des fois, chacun a un agenda différent. C'est un peu ça que je disais dans la vidéo. T'as quelqu'un, en fait, il va Ouais. défendre un plan parce qu'il trouve que ce plan est stylé et il parle à Ouais. quelqu'un. Son interlocuteur, c'est quelqu'un qui pense que ce plan, certes, il est stylé, mais c'est pas le meilleur plan pour gagner, par exemple. Ouais. Et en fait, ils s'entendent pas et souvent, tu as des dynamiques comme ça, et dans des groupes, tu en as qui sont plus sensibles au rythme et qui voudraient juste passer à la suite, donc qui, eux, s'alignent. En plus, ouais. Quand on leur donne la parole, ils vont généralement dire « Bon, moi, je verrais bien ça, mais après, il faut qu'on soit tous d'accord, quoi, donc je vous laisse voir. » Et en fait, on Ouais. n'arrive pas à résoudre le truc, quoi. Même en HRP. Ouais. Donc, il y a une solution qui est d'évacuer ça en intercession. Tu fais ça en dehors de la game, quoi. Mais c'est pas si mal, hein, dans l'absolu. Mais en fait, moi, j'aimerais bien aussi qu'on joue des prises de décision vraiment. Aussi. Tu veux dire qu'on les joue en roleplay, quoi. Qu'on les joue en roleplay, hors roleplay, peu importe, mais qu'on les joue ensemble de vive voix. Parce que par exemple, je sais que, en tout cas moi, à titre perso, je suis pas à fond dans les discussions interparties, tu vois, à regarder le Discord, Ouais. envoyer des messages. Je suis plus là pour le moment où on est ensemble, quoi. Tu vois. Ah non, moi je fais pas ça non plus. J'oublie ma partie quand elle est terminée et je la redécouvre quand elle recommence. Je suis un peu comme J'ai ça pas aussi. du tout cette habitude. Donc en tout cas, voilà, il y a un point là-dessus que je voulais préciser. Puis dernier point sur les avantages du 1v1. Je sais pas si tu en as trop parlé, mais il y a quand même quelque chose que j'ai remarqué avec l'habitude, c'est que ça favorise quand même énormément des thématiques plus intimes. Aussi, on se permet un peu plus de vulnérabilité. Et à l'inverse, tu vois, je trouve que parfois dans des parties avec pas mal de joueurs, ça c'est quelque chose qui m'a été signalé par une amie avec laquelle je joue. Il y a des joueurs en fait qui ont des sortes de stratégies pour éviter de se mettre en situation de vulnérabilité, des stratégies pour garder la face. Donc c'est des joueurs qui profitent du fait qu'il y a un grand groupe pour faire des blagues, de la dérision, pour passer en mode résolution de problèmes très rationnel, ou carrément pour se mettre en retrait. Donc en gros, dans des dynamiques avec plusieurs joueurs, je constate que ces stratégies font que les joueurs s'engagent moins en général dans la partie, ou en tout cas il y a moins de... Aussi peut-être parce que c'est pas propice vu qu'on est beaucoup, tu vois, de se montrer, enfin d'accepter de se montrer un peu vulnérable. Mais en 1v1, ça peut pas tricher, quoi. T'as moins ces stratégies un peu d'évitement, je trouve, ce qui participe aussi à mon sens du côté intense. Moi, je voulais signaler ça aussi. Bon, c'est pas forcément la cam de tout le monde, mais à titre personnel, j'aime quand même bien ça. Ouais. Moi, je me reconnais là-dedans quand je suis en groupe. Je suis dans une dynamique qui est sociale. Donc en fait, je vais plutôt essayer de faire avancer le schmilblick parce que je me dis plus je vais prendre de la place, plus je vais en prendre à quelqu'un. Et je vais plutôt faire des blagues, tourner en dérision les trucs, etc. aussi. Et il y a un autre truc dont je parlais dans la vidéo, c'est que en fait, tu as une sorte de double... Enfin, tout le monde a un peu des standards différents, quoi. Et on va dire que... Comment expliquer? Quand, par exemple, tu as dans un groupe quelqu'un qui est très théâtral et qui peut aller dans des trucs intimes, d'autres vont se dire « Non, moi, c'est pas stylé de voir ce que je vais dire, en fait. Donc, j'ai pas envie de jouer cette scène d'intimité. » Parce que moi, par exemple, tu vois, je peux jouer un truc beaucoup plus intime, mais probablement que je vais prendre un recul par rapport à mon personnage, tu vois. Je vais du coup avoir plus une posture de... Enfin, je vais le décrire de l'extérieur plutôt que le jouer. Et peut-être que dans un... Si on est à deux, tu vois, j'ai aucun souci, tu vois, je me dis, bah, c'est cool. Si, par contre, dans le groupe, à côté, il y a quelqu'un, il vient de faire une scène à peu près semblable où tout le monde était en mode, waouh, c'était trop ouf. Je sais pas quoi, je vais me dire, voilà, peut-être pas. Peut-être pas maintenant, tu vois, je sais pas. Je vois. Il y a un peu une sorte de méta qui se met en place sur les thématiques qu'on aborde et tout. Ouais.
Je vois bien le problème, ouais. C'est ça, je pense qu'en gros, en 1-1, tu peux avoir des gens qui auraient eu honte de le faire par ailleurs, qui vont le faire, par exemple. Bah, c'est clair, ouais, c'est totalement mon expérience en tout cas. Ça, je pense que c'est pas forcément intrinsèque à la forme de jeu, ou en tout cas, c'est peut-être un des problèmes les moins difficiles à surmonter en gros. De mon point de vue, avec plusieurs joueurs, ça peut se faire s'il y a pas mal de confiance, si c'est aussi, comment dire, assez clair pour tout le monde que c'est possible de faire ces scènes, ou voire souhaitable, ou de mon expérience, c'est moins ça qui pose souci en tout cas. Et du coup, je me permets de te demander, est-ce que... moi, j'ai un pressentiment, c'est aussi que le 1-1, ça peut créer la confiance. Oui, justement. oui. C'est-à-dire que Carrément. je pense que t'as des gens, ils abordent le jeu de rôle pour la première fois en groupe et ils vont l'enchaîner des parties en groupe. Et du coup, ils vont prendre des habitudes. C'est normal parce que même si les tables changent, etc., ils vont se créer leur rôle de rôliste, quoi. Dans lequel ils vont finir par croire et ils vont potentiellement de moins en moins le challenger. Et en fait, je me dis des fois, après avoir joué certaines campagnes, dans cette campagne, ces deux joueurs-là, clairement, ils ont eu plus la parole, ils étaient plus forts, plus de leadership, plus de scènes charismatiques, stylées, ils ont pris plus de décisions. Les deux autres, ils ont pas aimé leur campagne, hein, je pense pas. Mais je me dis, en tant qu'observateur extérieur MJ, là, je me dis, ouais, j'aurais bien aimé les voir un peu aussi dans des trucs comme ça, quoi. Et je me dis, si ça tombe, je leur ai fait une ou deux games en 1-1. Ils auraient gagné en confiance, et quand ils seraient retournés dans une partie à plusieurs, ils seraient revenus plus forts, entre guillemets. Ouais, bah c'est marrant parce que donc je l'ai dit, mais j'ai sondé un peu mon entourage rôliste avec qui je joue pour qu'il me fasse un peu des retours sur la vidéo en préparation de la discussion qu'on a là. Et il y a une des joueuses avec qui je joue souvent qui me disait mais en fait il y a peut-être moyen de faire une sorte de reset de la culture de jeu. C'est-à-dire tu prends tes joueurs et tu joues beaucoup avec chacun d'eux en 1-1 et tu leur redonnes un peu ce réflexe, tu vois, de l'agentivité, d'aller de l'avant, de jouer le personnage à fond. Et une fois que t'as un peu reset, quoi, et que t'es revenu sur des bonnes bases, un peu saines, entre guillemets, hop, tu mets tous ces gens-là qui ont joué en 1v1 et tu leur dis, bon bah faites comme vous avez fait en fait. On va pas changer forcément grand chose et c'est potentiellement une manière un peu de décaler un peu la culture de jeu pour que les joueurs se sentent beaucoup plus agentifs. Et ça peut créer des conflits entre les personnages, mais on va pouvoir les jouer, on va pouvoir en faire quelque chose, quoi. Ouais, complètement. Du même ordre d'ailleurs. En fait, je me dis que c'est pas spécifique au 1-1. Quand tu changes de groupe, à chaque fois, tu réapprends des trucs, quoi. Le 1-1, je dirais que ça. En fait, c'est comme entre guillemets, dans la vraie vie, quoi. Il y a des trucs, tu les feras jamais devant tout le monde tant que t'auras pas pris la confiance de le faire déjà tout seul ou en face d'une seule personne, quoi. Ouais, carrément. Ouais, c'est vrai, ouais, tout à fait. Ouais. Bah, c'est vrai que j'ai quand même remarqué que quand je mets des joueurs qui ont l'habitude de cette manière de jouer ensemble, ça a tendance à faire, en tout cas, des parties qui me conviennent mieux ou qui ressemblent plus à ce qui me plaît en termes d'engagement et de rythme et d'intensité, quoi. Moi, j'ai une question pour toi. Donc on arrive là au niveau où je me pose la question comment est-ce qu'on passe à plusieurs joueurs, comment est-ce qu'on rétro-ingénierie, et avant ça j'ai quand même envie de préciser quelque chose, c'est pourquoi on a envie de faire ça en fait, pourquoi est-ce qu'on a envie de jouer à plusieurs finalement si le 1-1 c'est si bien. Donc il y a des réponses un peu évidentes, mais je trouve il y a des réponses un peu moins évidentes. Du coup pour commencer, toi, qu'est-ce qui te motive à rétro-ingénierer? Pourquoi est-ce que tu te dis, pourquoi est-ce que tu restes pas sur du 1-1, quoi, au final? Il y a je pense qu'il y a des avantages au groupe aussi. Déjà, le 1-1, et ça, j'ai vu pas mal de gens le dire, d'autres gens aussi sur le Discord et tout, il y a un truc un peu plus fatigant comme c'est plus intense. Oui, c'est vrai, ouais. C'est clair. Il y a un truc plus fatigant comme ça. Il y a aussi juste, je pense, une envie de partager le truc avec plus de gens, en fait. Tu vois, une fois que tu t'es dit, putain, c'est trop bien ce qu'on est en train de faire, mec, il faut qu'on le fasse avec d'autres gens, tu vois. C'est un peu débile. Je sais pas, c'est peut-être un peu humain, en fait. Je ne sais pas. Et puis, ça comble peut-être... je dirais pas que ça comble pas... Enfin, je pense que dans la partie de jeu de rôle où tu retrouves 4 personnes, on allume les webcams, on rigole aussi ensemble, il y a un truc vraiment social fort, quoi, que en 1-1, qui en 1-1 est un peu différent. J'avais fait un parallèle un peu bizarre. Ça correspond pas tout à fait à la question, mais par exemple, moi je sais que si je suis dans une soirée, tu vois, rien à voir avec le jeu de rôle,
je vais plutôt, je vais kiffer les moments ensemble, mais dans les moments ensemble, je vais être plus mon rôle social, enfin le rôle que je me suis créé, c'est d'être quelqu'un de marrant, tu vois. Donc si on est dans une soirée et qu'on est 8, je vais faire des blagues tout le temps et ce qui va me faire kiffer, c'est de voir les gens qui rigolent et tout, tu vois. Et Ouais, ça, il y a une partie de ça que j'ai envie de retrouver, je pense, quand je suis MJ en jeu de rôle en groupe. C'est-à-dire être au centre de l'attention, euh, amuser la le bout en galerie, train. exactement. Et dans ce même genre de soirée, par contre, le truc que j'adore, c'est... Enfin, en fait, je vais avoir du mal à avoir des conversations super sérieuses et profondes à plusieurs. Parce qu'en fait, à plusieurs, il y a toujours quelqu'un qui va tirer la couverture ou qui va remettre tout le temps... tu vois, tu commences à creuser un sujet en le prenant dans toute sa complexité. Ouais, T'as un troisième mec qui arrive et lui, il dit, non, mais en fait... ouais, ça, moi j'ai la réponse, tu vois. Et genre tu fais, non, mais ouais. est-ce que tu peux nous laisser? Nous on était plus loin là. Et donc ça pour moi c'est le 1v1, tu vois. Et en fait c'est pas, c'est vraiment deux trucs complètement différents. Où Ouais, tu vas pas chercher la même énergie, le même truc, et t'as pas forcément envie de le faire en même temps. Mais des fois, ça arrive d'avoir des conversations à 3 ou 4 hyper deep. Mais c'est ouais. souvent accidentel, quoi. Et genre je me dis comment je fais pour avoir des conversations Bah, c'est hyper ça, deep ouais. ou des parties de jeux de rôle hyper deep à plusieurs sans me faire chier parce que j'ai l'impression que je participe pas, quoi. Dans une conversation, je peux interrompre et tout. Dans le jeu de rôle, il y a un peu un truc de ah non, là c'est la scène de l'autre. Ouais, C'est pas pareil, quoi. Je sais pas comment expliquer. ouais, ouais. Euh, il y a un truc aussi à plusieurs joueurs. Il y a effectivement ce côté, c'est super intense, ça crève quoi. Il y a des gens effectivement qui ont quand même le plaisir du spectateur, même si c'est pas forcément ta cam de ce que tu me disais. Mais quelque chose de, comment dire, qui rejoint un peu ce que tu dis là sur les discussions deep dans la cuisine à 4 pendant les soirées, c'est qu'en fait il y a une certaine dynamique particulière à 3 ou 4 peut se mettre en place, moi que j'assimilerais en jeu de rôle à une forme de PVP soft, c'est-à-dire Ouais. et aussi c'est ça, t'as quelqu'un qui vient un peu challenger une autre personne, une troisième qui se met un peu en juge, mais qui peut être un peu piquante aussi. Et ça crée comme ça des interactions qui sont potentiellement très riches et très intenses, mais impossibles à mettre en place à deux, quoi. Donc il y a quand même un vrai plaisir quand ça roule en fait, d'avoir ce ping-pong là dans le jeu de rôle. Mais du coup, ça veut dire, ça c'est peut-être un premier élément de réponse, et je sais pas si tu me suivras, mais c'est le côté que finalement, pour retrouver une forme d'intensité et d'engagement, un peu d'antagonisme entre les joueurs, ça semble pas mal en fait. Ça semble justement être quelque chose qui va créer les conditions de possibilité du fait, par exemple, qu'on n'est pas tous en train juste d'aller dans la même direction, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Alors, je sais pas si c'est forcément un antagonisme, mais en fait, en gros, c'est que quand je parle pas, admettons, on est 4 dans la cuisine, là, on se fait ce scénario-là, et Ouais, on parle de sujets, voilà, un petit peu deep et tout. Il faut que le sujet nous intéresse tous, en fait. Sinon, on n'écoute plus. ouais, Euh, ouais, c'est clair. et donc, en fait, si je suis attentif, en général, à ce que dit l'autre dans le scénario de la cuisine, c'est parce que, peut-être, effectivement, on est sur un truc, je sais pas moi, politique, j'en sais rien. Et donc, je pense à mon argument d'après. Donc, en fait, j'écoute activement ce que dit l'autre, parce qu'en écoutant activement ce que dit l'autre, je prépare la suite. Ouais, Là où si, même scénario dans la cuisine, tu vois, il y a un mec, à un moment donné, il accapare complètement la conversation, il a fait changer de sujet, et, ouais, et en fait, j'ai envie qu'il se taise, tu vois. J'ai envie qu'il se taise, je fais, ouais. mais attends, on est en train de parler d'un autre truc, c'était super intéressant. Voyons. Barre-toi. Et en fait, je pense que des fois, il y a un peu de ça dans le jeu de rôle et les scènes de personnages isolés. C'est qu'il y a des scènes où un PJ fait un truc avec le MJ, ou bien deux PJ discutent entre eux, mais où ils sont tellement dans un truc qui ne concerne qu'eux et qui va Ouais, tellement pas impacter mon personnage que ça m'intéresse pas parce que je viens pas à la partie de jeu de rôle pour regarder un jeu d'acteur, tu vois. Genre, ouais. je viens pour Mais ce qui est stimuler mon intéressant, cerveau, tu quoi. vois, ce qui est intéressant, c'est que si jamais la scène, tu vois, entre le MJ et le PJ à côté de toi, c'est une scène qui a potentiellement des impacts sur tes propres objectifs et tes propres intérêts, là, ça va marcher, quoi. C'est-à-dire le plaisir de spectateur, c'est mi-spectateur, mi-acteur, là.
c'est oh punaise, il est en train, je sais pas quoi, de négocier avec telle personne. Tu suis à fond parce que l'outcome de la négociation, potentiellement, elle te concerne aussi, en bien ou en mal. J'ai l'impression, tu vois, qu'on peut. Enfin, c'est pas comme si on était spectateur, on est encore un peu acteur, quoi, alors qu'on est en train de regarder une scène et de pas agir. Donc je suis aligné avec toi hein, là-dessus. Ce qui me fait me dire, peut-être un point auquel j'avais pas pensé, c'est, enfin, il y a un côté alignement des intérêts. Faut que on soit dans l'intersection en termes de parties, dans une intersection qui nous concerne tous. Je sais pas comment toi tu fais, par exemple. Est-ce que tu castes tes joueurs au sens de tu leur dis voilà, voilà à quoi on va jouer, et est-ce que tu as en tête cette idée-là de dire il faut que la sauce prenne entre les joueurs et qu'il y ait une bonne dynamique de jeu en vue de justement impliquer tout le monde dans les actions que chacun va entreprendre pour pouvoir retrouver ça. Est-ce que tu as déjà commencé à réfléchir à ça ou pas trop? Bah, ça dépend vachement des tables. Il y a des dispositifs de jeu où genre vraiment je réfléchis. Pour moi, on est dans ce que les anglophones appellent le beer and bretzel, tu vois. Ouais. On est là presque pour le jeu de société. Le jeu de rôle, c'est accessoire dans un premier temps. Si on accroche, on va naturellement aller vers quelque chose de plus intense. Mais on n'était pas là. Le but initial, c'était pas de provoquer ça. Donc typiquement, tu vois, des tables ouvertes. Vas-y, venez, on joue. On veut se rencontrer et tout. Après, sur des campagnes peut-être où je sais pas, j'ai l'impression que je vais avoir un propos, j'en sais rien, ou que j'ai besoin d'avoir tel genre de joueur et tout. Peut-être je vais un peu plus caster. Mais tu vois, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Je change souvent de joueur. J'ai pas. Enfin, je change souvent de joueur. Ouais, franchement, ça tourne quoi. Ça tourne pas mal. Du coup, oui, j'ai peut-être pas l'effet que. Parce que je pense qu'il y a des gens, ils comprennent pas ce qu'on raconte. Peut-être parce qu'ils jouent tout le temps avec le même groupe. Et comme ils jouent tout le temps avec le même groupe, forcément, à un moment donné, il y a. Tout le monde s'est adapté les uns aux autres, a trouvé sa place dans la mini-société de la table, quoi. Oui, chacun sait quels sont les intérêts des autres, voire joue avec ça, quoi, ou oriente même son personnage pour donner du jeu aux autres. Mais bon, c'est vrai que c'est pas tellement notre sujet. Moi, je suis un peu comme toi, hein, je tourne beaucoup en termes de joueurs, donc c'est plutôt pour ça. D'autres points que je voulais te soumettre sur les avantages quand même du jeu à plusieurs, et je pense que ça te parlera, c'est lié quand même à l'immersion et l'intensité. C'est que ça m'a été signalé par une amie, c'est que en fait, quand tu joues avec un MJ, les PNJ qu'incarne le MJ sont moins riches, cohérents, actifs que des PJ, ce qui est normal, parce qu'en fait, le MJ, il a 12 000 PNJ à gérer. Et donc, tu sais, tu vas interagir avec des PNJ, ça va être cool et tout à chaque fois, mais ces PNJ, ils sont, elle avait une expression, ils sont clignotants un peu. C'est-à-dire, ils sont là, et puis tu peux les oublier, et puis, à un moment donné, tu fais « Ah oui, c'est vrai qu'il y avait machin dans la scène », et donc ils sont moins incarnés, tu vois. Tandis que quand tu as plusieurs joueurs, bah, en fait, ils ont vraiment la responsabilité que de jouer leur personnage à eux. Et ça va rendre plus du cast riche, cohérent, actif, ce qui est quand même un gros avantage, quoi. Je sais pas si tu as cette intuition, si toi tu arrives à avoir la bande passante pour jouer à fond tous tes PNJ. Moi, je sais que j'ai du mal à faire ça quand même. Ouais, moi aussi, clairement. Enfin, même en multi. Enfin, en fait. Surtout dans une scène où il y a beaucoup de PNJ. Si tu prends les PNJ un par un, de manière générale, ouais, si tu prends les PNJ un par un, genre le PJ il va d'abord voir machin, ensuite il va voir bidule, ça va. Effectivement, quand il y a beaucoup de PNJ, ça devient plus compliqué, mais je pense que c'est un peu pareil quand je suis en groupe, ça, peut-être. Après, moi, l'incarnation, je sélectionne vraiment les moments où j'incarne et où je veux aussi aller vite. Par contre, un truc dont je me suis rendu compte, c'est l'inflation de PNJ quand tu joues en 1-1. En fait, il y a beaucoup plus de PNJ. Parce qu'en fait, comme tu joues le quotidien, que le PJ, il va beaucoup plus vite, en fait. Dès qu'il veut faire un truc, hop, on passe à la scène suivante, quoi. Bah, en fait, en 4 sessions, si je dis pas de la merde, mais là, je suis à 25 PNJ, quoi. Genre, et ça, quand je suis MJ avec un groupe de joueurs, je vais peut-être avoir tendance à, au contraire, essayer de mettre moins de personnages pour baisser le niveau de complexité, justement quand ils font des plans et tout, parce que je me dis, si on monte trop vite en complexité, ça va être galère. Ouais. Et puis, en tant que MJ, en plus, tu dois switcher de PNJ tout le temps. Ce qui n'est pas le cas quand tu es MJ avec plusieurs joueurs, parce que tu as le temps en fait de voir venir la scène et de te dire ok, va y avoir tel et tel PNJ, qu'est-ce qu'ils veulent déjà. Tandis qu'en 1v1, t'es aussi à fond en fait. C'est je vais voir truc, ok, truc, qu'est-ce qu'il fait. Donc il y a ça aussi quoi.
Bon, ça se gère, mais c'est quand même une limite. Et puis quelques derniers avantages, problèmes avant qu'on passe à la rétro-ingénierie approfondie. C'est bon, un truc que je vais passer, sur lequel je vais passer assez vite, mais ça m'a quand même été signalé. C'est que en fait, imagine t'es joueur et il y a quelqu'un que tu connais pas, un MJ, il te fait viens, on fait une partie 1-1. En fait, c'est un peu le malaise quand même. Ouais. Parce que rester, bon, les parties sont plus courtes, mais 2 heures, 2 heures et demie, peut-être 3 heures avec quelqu'un que tu connais pas du tout, ça peut être un méga trap en fait. Donc il y a quand même ça à prendre en compte. Mais bon, je passe dessus, hein, je pense que ça semble assez évident à tout le monde. Un autre truc aussi, pour finir là-dessus, c'est qui m'a été signalé, c'est le côté, bah en fait, tu passes moins de temps avec tes potes quand tu fais du 1-1 juste. Ça, c'est un énorme argument, quoi. Ça rejoint un peu ce que tu disais sur ah, j'ai envie de partager, j'ai envie éventuellement d'embarquer plus de monde avec nous parce que c'est cool ce qu'on fait. Quand t'as pas mal de, comme nous, de gens avec lesquels t'as envie de jouer, potentiellement, ben faire que des parties 1-1, c'est juste jouer avec moins de gens, quoi, tout simplement. Donc ça joue aussi, je pense, dans le choix des rôlistes de plutôt privilégier, ce qui justifie cette envie de rétro-ingénierie, quoi. Si on pouvait cumuler plus de monde, ça permettrait de plus partager, quoi, tout simplement. Mais t'en as déjà un peu parlé. Et puis de Donc je rencontrer plus passe. de gens aussi. Bah, en fait, Ouais, c'est ouais, marrant parce que tout ça, ça ressemble vachement, je trouve, aux relations sociales classiques, en fait. C'est-à-dire que ouais, ouais. rencontrer quelqu'un, bon, à moins que tu sois abonné au site de rencontre, tu vois, il y a un malaise absolu à faire des rencontres 1-1, tu vois, en boucle. Ouais, En général, tu c'est vrai. préfères voir les gens dans leur contexte. Tu préfères Ouais. voir des gens avec d'autres gens pour justement pouvoir les regarder. Et après, tu te dis, tiens, c'est marrant, je le trouve rigolo, ah, c'est marrant, j'ai envie d'en savoir plus sur lui. Donc, ensuite, Ouais. et si tu restes que dans le truc de groupe, t'apprends pas vraiment à connaître les gens. Donc, t'as l'espoir un peu aussi, à un moment donné, que parmi ces gens, ceux C'est avec vrai, qui t'as ouais. eu des atomes crochus, t'aimerais bien les voir dans un autre contexte. Et ensuite, quand tu reviens dans le groupe, bah, t'as une relation plus riche avec cette personne et tu kiffes la revoir avec d'autres gens, quoi. Enfin, bref. Ouais, c'est ça, carrément. Donc, bah, je te propose qu'on passe au gros morceau, c'est-à-dire un peu jauger les techniques de rétro-ingénierie. Maintenant qu'on a passé un peu en revue avantages, désavantages des modes de jeu, et puis aussi pourquoi ça nous motive d'essayer d'élargir. J'ai une petite liste que je te soumets, si ça te va. Donc on peut commencer. Alors il y a un truc que je viens de noter en fait, auquel je viens de penser, c'est la possibilité d'avoir un personnage. Alors j'ai jamais expérimenté ça, donc je voulais savoir si c'est quelque chose auquel tu as déjà pensé ou que tu as déjà expérimenté. C'est un personnage principal, un PJ principal, et des PJ avec des rôles très asymétriques. Donc typiquement le chevalier et son écuyer, tu vois. Et donc le chevalier, il prend toutes les décisions. Si ça merde, c'est sur lui que ça retombe. C'est lui qui aura les honneurs. Et éventuellement l'écuyer, lui, il fait un peu les basses œuvres, tu vois. Il va collecter un peu les rumeurs à la taverne. Il polit l'armure. Et quelque part, ça donne potentiellement, en tout cas, c'est mon intuition. Alors j'avais un peu expérimenté ça quand même. Ça marchait pas mal. Mais je n'étais pas allé vraiment radicalement dans cette direction-là. Ça ressemble beaucoup à du 1-1 en fait, parce qu'il y a comme ça un personnage qui a vraiment toute l'agentivité et l'autre a une agentivité qui est très différente, tu vois. Ça positionne très différemment les joueurs. Je sais pas ce que tu en penses, tu as déjà réfléchi, / expérimenté. Si, complètement. En fait, alors moi je vois pas ça comme personnage principal, personnage secondaire, mais effectivement asymétrie complètement assumée. En fait, je trouve que par exemple, Ouais. dans des scénarios où on a des... En fait, là où c'est un peu plus flou, c'est par exemple, on joue un groupe de potes, où on joue des gens qui se rencontrent avec la Providence, par Providence, et on compte sur le fait derrière qui crée des liens, etc. Ça peut faire des super histoires et tout, il y a des tropes trop bien. D'ailleurs, c'est un des trucs les plus joués, hein, si tu joues à D&D, c'est un peu ça, quoi. Souvent. Ouais. Mais ça vient avec son lot d'obstacles qu'il faut surmonter au début, quoi. Et que souvent, on surmonte, je rajouterais, en créant des liens initiaux qu'on ressent parfois très artificiels, du coup. C'est clair, ouais. Moi, j'avoue, j'ai du mal à dire, ok, alors lui, c'est mon super pote. Donc, dès le début, j'ai l'impression d'être super pote avec son personnage, alors qu'on n'a encore rien fait ensemble et tout. Donc, bref. Et en fait, j'ai le sentiment que, effectivement, quand tu as dans la diégèse une hiérarchie ou un lien contractuel, directement, on a une facilité à le jouer, ou un truc un peu jouer haut, jouer bas du théâtre, genre le maître un peu con et le serviteur qui, lui,
est beaucoup plus intelligent que son maître, enfin des trucs un peu de théâtre comme ça. En fait, on a peut-être des référentiels, quoi. On trouve vite notre place. Donc ouais, j'ai eu un peu ça, genre par exemple, j'ai joué une campagne de Dead Genesis où finalement, je trouvais que l'immersion était assez forte. Niveau MJ, j'y croyais et tout, mais après j'étais MJ, donc encore une fois, c'est un peu différent. Dans des contextes un peu militaires, pareil, tu vois, t'as un capitaine et t'as les mecs en dessous qui ont chacun leur spécialité, mais qui subissent quand même plus ou moins le capitaine. En fait, c'est facile. C'est lui qui va prendre la décision finale, mais il va consulter les mecs autour. Et on sait que le moment où les gens qui sont en dessous de lui sont pas d'accord avec lui, c'est du jeu. Enfin, c'est diégétique, quoi. Genre, tu sais, ils vont remettre, et du coup, on continue de jouer. En fait, ils remettent en question leur capitaine et on est encore dedans, quoi. Donc, ouais, j'ai déjà expérimenté. Mais du coup, j'ai envie de te demander, en quoi, pour toi, ça peut arranger un. Enfin, ça, pour moi, j'ai le sentiment que ça arrange pas le problème des scènes séparées nécessairement. Ouais, je suis d'accord. Non, je pense que c'est pas une solution à ce problème précis. C'est plus une solution à l'agentivité, au sens où, en fait, t'es aussi agentif quand t'es en relation avec ton supérieur, tu vois. Dans le sens où on n'est pas juste en train d'être un peu en dehors de la partie, à essayer de discuter un peu hors sol de la marche à suivre. On est en train d'incarner vraiment, en fait, on est en train vraiment de jouer dans la fiction, quoi. Pour moi, ça favorise l'immersion au moment où les joueurs interagissent. Mais c'est vrai que ça répond pas au problème que tu citais de chacun fait sa scène de son côté. Ça, c'est clair. Néanmoins, j'aurais quand même tendance à penser que, tu vois, quand t'es un groupe de 4 PJ qui sont tous des bons potes, par exemple, si t'as un des potes qui va se mettre une murge à la taverne et puis qu'il y a des problèmes, tu vois la scène, ok, il se passe des trucs, tu te dis, va peut-être falloir aller le récupérer dans un caniveau ou chez les flics. T'es pas très engagé, tu vois, quand t'es spectateur. Tandis que si c'est ton chef de brigade, tu vois, et que c'est lui qui va devoir gérer l'embuscade du lendemain, quand il va à la taverne pour se bourrer la gueule, en fait, t'es plus engagé, quoi. Ce serait ça un peu mon hypothèse, parce que ça va t'impacter beaucoup plus, parce que justement ces rapports hiérarchiques, tu vois, cette richesse un peu de relation fait que ce qui se passe pour un personnage, vu que c'est très asymétrique, ça peut beaucoup chambouler, tu vois, la dynamique de groupe, en fait. C'est un peu ça l'hypothèse, mais vraiment là c'est à voir, quoi. Donc un truc qui est en rapport avec ça, c'est qui m'a été suggéré aussi. Globalement, essayer de mettre en place des relations qui sont. Alors, on a parlé d'asymétrie, mais il y a autre chose, c'est de mettre en place vraiment des enjeux relationnels forts entre les personnages. C'est-à-dire que ce soit pas juste on est potes, mais potentiellement il y a un personnage. Donc, il y a un jeu qui marche très bien comme ça s'appelle Deux billets d'acier. C'est un jeu pour jouer du Evangelion avec des gros mechas. Et tu as toute une sorte de dynamique de groupe entre les personnages, où typiquement tu vas avoir par exemple de la romance ou de la jalousie. Tu as aussi des rôles asymétriques, par exemple quelqu'un qui joue plutôt l'autorité, quelqu'un qui joue un personnage qui est monstrueux, c'est-à-dire qui a été touché par la bile, qui est une sorte de substance dégueulasse, et qui va aussi avoir des enjeux particuliers et vis-à-vis desquels les autres sont dégoûtés, par exemple, ou sont repoussés. Mais en fait, tu peux construire, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais des relations, en fait, des relations riches entre les personnages. Pas juste on est potes ou on est collègues, mais on est amis, mais je vois que tu commences à devenir fou à cause de la maladie qui te ronge ton cerveau et je sais pas comment me positionner vis-à-vis de ça. On bosse ensemble, mais je vois que tu commences à devenir complètement fou, à tirer sur tout ce qui bouge et à plus avoir trop de morale. Et je me positionne vis-à-vis de ça, etc., etc., quoi. Essayer de designer au maximum des enjeux à l'intérieur même du groupe. Encore une fois, ça répond pas à ton problème de chacun à sa scène de son côté, mais ça rend plus engageant les scènes que les autres vont faire de leur côté. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je dirais que ça pour le coup, je dirais que ça dépend encore de la nature de ces scènes. Je pense que effectivement, en fait, ça, ce que ça aide, mais j'ai l'impression que c'est pas un truc c'est pas vraiment un import du 1-1. Enfin, ça résout pas vraiment un des problèmes. Je pense que ça résout un problème, mais que je considère pas comme un problème. Enfin, comment expliquer ça? Ça peut permettre de créer du jeu plus vite. Ouais. Ça crée du jeu plus vite. Moi, je peux avoir le sentiment parfois que c'est un petit peu le risque des fois de ça, je dirais, c'est que du coup on le joue très vite. Tu vois, en fait, on va droit au propos de manière un peu
caricatural, parce que c'est le thème. Donc après, sur une expérience courte, j'ai envie de dire, bah oui, si on a envie en 2 sessions de jouer, tu vois, typiquement les trucs de PBTA, tu vois, qui veulent raconter un truc très très précis, machin. Mais moi, je ressens une forme d'artificialité. Genre, j'aime bien aussi que, justement, en fait, les moments que je préfère, c'est les relations qui se créent, mais en jeu. Donc, pas... qui se crée en jeu parce qu'on a vraiment vécu une succession d'événements ensemble. Un truc que j'aime bien croire, c'est que des fois, en fait, le problème, c'est que la partie, elle va être dans l'ornière très tôt parce que tout de suite, on va vouloir faire quelque chose de très incarné. On va avoir beaucoup de mal à prendre des décisions. On va considérer dès la session 1 que les enjeux sont énormes et devoir en discuter pendant des plombes. Et un truc que j'aime bien que je vois plus dans de l'OSR, en fait, au début, on joue vite. Il y a des bonhommes on prend des décisions vite, on avance. Et en 3 sessions, on va avoir joué tellement de trucs que maintenant, ça va nous sembler concret ce qui s'est passé parce que ça a été joué. Et on va commencer à mieux imaginer nos personnages et leurs relations. En fait, accepter que ce soit pas forcément le truc hyper immersif au début, mais pour arriver plus vite à l'endroit où ça l'est vraiment fort et c'est pas du jeu d'acteur, quoi. Ouais, je suis très très d'accord avec toi. En fait, j'ai le même sentiment que si on crée un peu en amont de la partie des enjeux dramatiques, après ça va être un peu, on va juste dérouler de manière un peu factice, quoi. Au contraire de ce que tu cites comme l'OSR par exemple, où justement les enjeux, c'est parce qu'on les joue et que ça émerge dans la partie que ça a vraiment du sens, quoi. Je suis assez d'accord avec ça, mais j'aurais tendance à me dire que tu vois, dans n'importe quelle partie OSR classique, on va dire donjon, exploration, c'est pas forcément une structure qui favorise un peu de la sérendipité, au sens où ça va pas forcément nous amener à justement builder un peu des relations riches. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est peut-être que ce setting-là, tu vois, donjon exploration, c'est pas vraiment le setting idéal pour arriver à enrichir les relations. Quelque chose d'autre, t'as cité Dead Genesis, peut-être que c'est un Dead Genesis OSR serait peut-être plus propice, tu vois. Mais j'ai le sentiment qu'on peut designer des jeux qui favorisent au maximum l'enrichissement des relations. En tout cas, ce serait une piste, quoi. Ouais. Après, quand je parlais d'OSR, je pensais à un truc potentiellement où tu as des factions, un X-Crawl, enfin un truc très... Le grand bac à sable, quoi. Déjà, ouais. Après, je sais qu'il y a des gens qui s'inscriront en contre sur le truc du donjon parce que tu as des gens, ils ont des tropes. En fait, moi, les tropes du donjon, je les ai pas forcément... c'est pas forcément ma culture de jeu non plus, donc j'aurais du mal avec l'idée que ces choses-là vont fortement se développer, par exemple, dans une Westmarch où on joue que les moments dans le donjon. J'ai le sentiment que pour avoir cette immersion, ces personnages plus profonds, ça nécessiterait une sorte d'à côté en chat écrit qui, moi, va pas du tout m'attirer. Genre, on joue aussi des trucs entre les parties et tout. Moi, ça m'attire pas. Mais, enfin bref, je divague. Mais déroule. C'était quoi ta troisième truc? Ah, oh, vas-y. Juste pour finir là-dessus, il y a aussi un point, c'est quand même pour résoudre le problème, tu vois, de chacun fait sa scène de son côté. Si je reviens à mon truc de relation riche, où justement il y a des enjeux entre les joueurs, justement entre les personnages des joueurs, ce qui se passe, c'est que la quantité de temps passé pas ensemble entre PJ diminue. C'est-à-dire que vu que tu vas avoir des enjeux, t'as envie par exemple, je joue un PJ qui est un novice dans la brigade. Il y a un autre PJ qui joue le boss de la brigade, et cette décision me semble complètement immorale, par exemple. Parce que justement, on a construit, tu vois, des asymétries, des relations riches, et en même temps, je suis son fils, tu vois. Donc, bon, il faut que je me positionne. En fait, le fait de faire ça, ça va faire que si je dois choisir des gens avec qui interagir, je vais prendre dans les PJ, en fait. Mais en fait, ça va réduire, si tu veux, le temps passé à faire des scènes qui sont pas des scènes entre PJ, parce que les scènes entre PJ sont en elles-mêmes intéressantes, riches. Et par exemple, on va jouer une scène de repas où je suis à la maison avec mon père, ce qui est très bizarre parce que je suis aussi c'est aussi mon supérieur. Et voilà, on raconte, mon père il sert la soupe, il y a un silence gênant. Et là, en fait, on est 2 PJ à jouer une scène qui justement ressemble pas mal à du 1-1, quoi. En termes de, je peux dire un peu ce que je veux, je peux balancer la soupe et dire non mais il y en a marre que tu flingues les otages et le père qui peut réagir en tant que PJ, etc. Et donc là, toute cette scène, elle a une vibe 1-1, mais elle est permise par le fait qu'il y a tous ces dispositifs-là. Donc, ce serait un peu ça, si tu veux, la rustine à ton interrogation, je pense. Ouais, ok, je vois bien. Je suis d'accord. Je pense,
je pense que le cœur du truc aussi, c'est... je repense à des parties où on était vachement séparés entre PJ et j'avais du mal à retrouver les moments où on était ensemble, on devait se mettre ensemble et tout. Et je pense aussi qu'il y a un truc quand t'es en groupe qui est vraiment simple à Enfin, je pense que c'est une évidence, j'enfonce des portes ouvertes, mais des fois, peut-être, il y a des gens qui comprennent pas ça. C'est que des fois, il y a quelqu'un, il adore, en fait, sa relation avec un PNJ. Et ça, pour moi, ça peut être problématique parce que si à chaque séance, il prend 15-20 minutes juste avec ces scènes-là, à mon avis, on devrait tous être conscients, lui compris et le MJ compris, qu'on peut pas faire ça tout le temps. Genre, je pense par exemple à une relation, on va dire, t'as la game où les PJ sont liés, tout ça, et puis il y a un des PJ, il a une relation amoureuse avec un PNJ. Moi, j'ai le sentiment des fois dans des sessions comme ça que cette scène-là, à chaque fois, elle est perdue pour tout le monde, quoi. On la rejoue en fait. On la rejoue. Un peu comme si on devait revoir quelque chose qu'on a déjà vu. Et quand tu prends une fiction comme un film, etc., un truc comme ça, il y a rarement 6 fois la même scène, quoi. Genre. Parce qu'en fait, la scène, elle doit avoir une sorte de propos. D'enjeu, c'est ça, elle doit faire évoluer le schmilblick. Et en fait, je pense que ces scènes-là, des fois, le PJ qui va solliciter une scène pour revoir ce PNJ, il va y chercher plus une émotion qu'à faire avancer l'histoire, quoi. Genre, il aime bien retrouver cette scène, en fait, et la rejouer. Et du coup, ce que je me dis, parce que j'ai bien dérivé, c'est que même si t'as le truc avec le flic et le fils, là, le chef de brigade et le fils qui sont pas d'accord, tu peux pas rejouer trop souvent cette scène juste à deux, tu vois. Il faut rapidement qu'en gros, on se dise, putain, cette scène a été forte et tout, elle a fait évoluer le truc, mais si on rejoue trop souvent la dispute, sans que mon personnage, il faut qu'ils ouvrent la porte de ce truc-là, en fait, aux autres, après, les joueurs, activement. Ou qu'ils sentent les appels du pied, quoi. Si, par exemple, je considère que toi, ton PJ est celui de... Tu joues le fils, et il y a Gérard qui est pas là. C'est ton père, et vous jouez souvent cette scène-là, il faut qu'à un moment donné, tu me laisses un indice, ou que tu me laisses venir chez toi ou créer une scène où en fait je vais me rendre compte qu'il y a cette relation toxique et que ça ne soit pas juste un truc entre vos deux personnages, quoi. Pour que maintenant je sois vraiment inclus aussi dans cette scène-là, même si j'y participe pas directement. Ce qui est un peu contradictoire avec l'objectif quand même d'immersion, parce que là ça ressemble beaucoup à des règles un peu méta, tu vois, on fait bien attention à ce que tout le monde soit inclus, tout ça, ce qu'on aimerait éviter, quoi, autant que possible, pour faciliter, favoriser l'immersion, agentivité. Du coup, ce serait vraiment des dispositifs de jeu, quoi, des formes de designer des fictions ou des mécaniques ou des systèmes où ça a tendance à connecter un peu souvent, quoi. Tout le monde soit un peu tout le temps connecté et connectable à tous les autres enjeux. Parce que tu vois, si jamais le troisième joueur c'est en fait quelqu'un qui est très lié aux deux personnages, bah leur engueulade, il y a de fortes chances qu'à un moment donné ça rejaillisse naturellement, tu vois. Donc j'aurais tendance à dire ce serait plutôt ça la solution, bien s'assurer qu'il y a une forte relation map entre les joueurs eux-mêmes, quoi, potentiellement. Ou qu'il y ait des ouvertures, tu vois, genre je pense par exemple à, admettons, il y a la dispute là, si le lendemain on se retrouve à la brigade et que mon perso il fait bah putain t'as pas l'air en forme, bah que l'autre ils disent pas je grossis le trait, mais qu'ils disent pas ah non toi t'étais pas dans la scène d'avant donc tu peux pas savoir, tu vois. Il faut qu'il accepte à un moment, parce que ça c'est un signal de on joue ensemble quand même, quoi. Donc c'est si c'est subtil, je pense ça sera pas ressenti comme trop méta, et il faut le capter, quoi. Ça c'est une technique de joueur pour revenir un peu à, mais ça je vois bien la majorité des qui ont fait du 1-1 après quand ils passent à plusieurs joueurs, ça c'est assez naturel en fait ce que tu dis. J'ai l'impression, ça se crafte bien, quoi. Du coup, j'ai un dernier point qui est un peu radical et qui ressemble pas mal au bac à sable de manière générale. Vu que tu as pas mal pratiqué, je sais pas ce que tu en penses. C'est virer, c'est quelque chose qui m'était suggéré aussi, virer l'objectif de groupe. Donc en gros, l'idée c'est de dire, ça semble bizarre, hein, ça semble contradictoire, mais ça ne l'est pas. Quand tu veux, comment dire, maximiser, là c'est pour le côté agentivité, c'est-à-dire que moi, si je suis PJ dans une partie à plusieurs, j'ai envie de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, tu vois. Si jamais là j'ai envie de faire un truc, je le fais, si j'ai pas envie, je le fais pas. Et ben ce qui se passe, c'est que l'objectif de groupe un peu long terme, genre faut qu'on aille mettre l'anneau dans le feu, quoi. Ça a tendance à complètement péter l'agentivité des joueurs, parce que toutes leurs actions, elles vont être jugées à l'aune de est-ce que ça facilite
l'objectif global, ou est-ce qu'au contraire ça va venir faire grincer un peu la partie et ralentir notre avancée jusqu'à l'objectif global, voire est-ce que ça a juste rien à voir avec l'objectif global, donc c'est une sorte de moment off, tu vois. Donc si jamais on vire complètement l'objectif global, l'objectif de groupe, ce qui a quand même, enfin c'est quand même une modification radicale par rapport à pas mal d'habitudes de jeu. Souvent les gens, la plupart du temps, ils vont te dire la première chose à faire pour un groupe, c'est de leur donner un objectif commun, parce que sinon ils n'ont pas forcément de raison d'être ensemble, ou je ne sais quoi. Mais si tu vires ça, mais que tu mets une situation riche, avec beaucoup d'enjeux, beaucoup de liens, et encore une fois, tous les éléments qu'on a cités, tu redonnes vraiment de la gentilité aux joueurs. Parce que toi, joueur, tu fais ce que tu veux en fait. Vu que tu vas pas venir, il n'y a pas ce truc méta, tu vois, de ah, je vais me censurer parce que là, je mets des bâtons dans les roues dans l'objectif du groupe, ou ah là, je vais me censurer parce que j'ai envie de faire une scène ou j'ai envie de faire des trucs, mais c'est pas directement l'objectif du groupe. Donc vraiment une façon assez différente de voir le jeu, avec cette vibe très bac à sable, mais vraiment à l'échelle des joueurs eux-mêmes, quoi, pas à l'échelle du groupe, où on irait d'objectif en objectif en tant que groupe, mais où chaque personnage, tout en étant très lié aux autres, pourrait aller dans des directions qui lui sont propres. Donc là, c'est pour le côté agentivité, pas le côté, au contraire, ça évite pas forcément les scènes éclatées, mais au moins, moi, ça par exemple, c'est que j'ai pu expérimenter dans une partie de Hurlement, où, donc je sais pas si tu connais, c'est une histoire de caravane qui se déplace et qui fait des fêtes de troubadours. Et en fait, mon personnage, c'était un musicien ou un truc comme ça. Et mon objectif de joueur que je me suis donné, c'était de faire un beau spectacle. Mais ça, c'était pendant la partie que ça a émergé. Et la caravane, elle avançait quoi qu'il arrive, tu vois. On n'avait pas comme objectif de faire avancer la caravane. Juste t'arrives dans un endroit, il y a un village, il y a des trucs qui se passent dans le village, il y a potentiellement des enjeux, tu vois. Mais il y a rien qui est dicté. Et du coup, c'est un mini bac à sable où là, moi, mon travail de joueur, c'était de faire vraiment ce que je voulais faire. C'est vraiment ce qui me faisait kiffer, quoi. Faire le spectacle le plus stylé. Et là, je donnais du jeu aux autres. J'allais voir les autres joueurs, je leur disais j'ai une idée, tu pourrais faire du jonglage. Enfin, j'essayais d'être pertinent quand même par rapport à ce qui pourrait intéresser les autres joueurs, évidemment. Mais cette manière de faire, ça a l'air un peu bizarre ce que je dis, je me rends compte. Parce que une partie de jeu de rôle où en fait tu organises des spectacles et tu demandes aux autres joueurs de jongler, ça n'a pas l'air fascinant, passionnant. Mais c'est plus le concept général de casser l'objectif de groupe pour redonner la gentilité. Ouais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire et si ça te parle ou si tu trouves que c'est complètement délirant. Ouais, je pense que je suis assez d'accord avec toi. En fait, je dirais même qu'il y a un truc aussi qui peut et qui parfois, genre, tu t'as beau lutter contre, expliquer aux gens et tout, c'est pas toujours facile à intégrer. Un truc qui peut parasiter le fait de faire des plans, le fait de faire des choix, etc. C'est les joueurs qui ne comprennent pas qu'ils sont libres. Et justement, oui. Quand tu dis, quand t'enlèves complètement l'objectif final, ça peut être libérateur pour certains. Mais des fois, c'est pas suffisant. Y a un truc aussi, ce qui est... En fait, t'as plusieurs cas. Tu dis, ouais, on va jouer une campagne. Le but, c'est ça. Donc, c'est le MJ qui arrive avec l'objectif final. Donc là, clairement, les joueurs, ils se disent, il y a un scénar et ça va parasiter leur agentivité. Genre, en fait, ils vont tout le temps se dire, putain, là, si on s'attend, on est en train de faire chier le MJ et on joue plus la campagne et tout et tout. Après, t'as le scénar, enfin, l'autre truc où tu fais ta session 0 et tu dis, bah, vas-y, venez trouver un objectif commun. Et ça, je crois que c'est un des pires trucs quand j'y pense. Parce que il va y avoir un truc avant la session, on va se trouver un objectif commun, même si on se dit sur le papier, mais on n'est pas obligé de le suivre, c'est juste pour le début, après ça ira, etc., etc. Je crois que c'est encore pire parce qu'à ce moment-là, en fait, il va y avoir des gagnants et des perdants. Mais sauf que ça s'est fait à un moment HRP. C'était pas du PVP. En fait, il va y avoir quelqu'un, on va rarement avoir tout le monde qui est ultra satisfait de l'objectif commun. Mais pourtant, comme on l'a choisi ensemble, cet objectif commun, en HRP entre joueurs, on se sent hyper responsable. C'est ça, il va y avoir une sorte de biais qui va être introduit de bah si, on s'était mis d'accord, on doit faire ça. Et je suis assez d'accord que sur une de mes campagnes, là, qui était la Shadow March, numéro 2, c'était de l'OSR complet. C'était vraiment Skyrim, quoi. En fait, ça démarre, les PJ se connaissent pas du tout. On n'a pas fait de session 0, enfin, ils ont pas présenté leur personnage avant. Ils sont juste enfermés au même endroit. C'est Skyrim, C'est Skyrim, ils sont en 11. Et le seul truc que j'avais fait, c'est que je leur avais dit, vous avez des menottes,
Enfin, non, vous avez des colliers ou je sais plus. Ils portaient. Ah non, c'est ça. Ils étaient tous marqués d'un tatouage et il y avait un objet central, je sais plus ce que c'était. On va dire un vase, je dis n'importe quoi, je me souviens plus. Et en fait, leur tatouage, il est lié au vase. Et s'ils s'éloignent de plus d'1 kilomètre du vase, ils meurent. Donc en fait, ils sont obligés de rester ensemble et de lever cette malédiction dans un premier temps. Après, en fait, il y a rien. Absolument rien qui les incite à rester ensemble, quoi. Donc on retourne dans un scénario, après c'est la providence. Et en fait, ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'ils savent tous en méta que le but de la campagne, c'est pas juste de retirer cette malédiction et d'arrêter d'être ensemble. Ils savent tous qu'ils ont tous déjà fait du jeu de rôle, qu'ils sont dans un truc à la D&D, qu'ils peuvent créer des liens, tout ça. Mais en fait, ils ont un objectif court terme urgent et ils vont injecter en rencontrant des tonnes et des tonnes de situations. Enfin, en rencontrant des tonnes de situations, ils vont se retrouver dans plein de situations différentes où tantôt l'un va sauver l'autre, tantôt l'autre va faire une chanson autour du feu, tantôt machin, et ils vont s'attacher plus ou moins organiquement avec quand même un petit soupçon de c'est le début de notre aventure et ensuite on restera ensemble même quand on sera libéré. Et leurs objectifs qui se créent sont ensuite très organiquement liés à ce qu'ils ont fait ensemble, quoi. Pour certains, ils avaient un objectif un peu plus vaste. Il y en avait un, tu sais, il faisait peut-être partie d'une faction, donc tu peux te dire, bah, à partir du moment où il a pu à traîner avec les autres, il peut juste rejoindre sa faction. Ouais. Mais en fait, il s'est naturellement dit, ma faction, elle me fait un peu chier, je préfère mes potes, quoi. Et donc, ouais, ça, je pense, ça aide peut-être à ce truc organique. En fait, on va pas se donner d'objectifs communs. On va jouer nos personnages qui s'attachent et qui trouvent des objectifs communs, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Et peut-être des objectifs sur lesquels il y a un désaccord, tu vois. Mais ils vont quand même rester ensemble. Ou alors, même s'ils ont plusieurs objectifs chacun, je pense à, par exemple, un autre truc qui peut à peu près marcher. Alors, c'est difficile de démarrer la partie comme ça. Genre, vous êtes un groupe de 4 personnes qui avaient des objectifs individuels, vous ne vous connaissez pas, mais qu'est-ce que vous faites? Ça marche pas. Mais je pense, en gros, tu peux avoir des PJ qui ont des objectifs très précis, mais une fois que tout le monde sait que chacun a un objectif, on va plus volontiers se dire, ok, la dernière fois, on s'est plutôt concentré sur l'objectif, vas-y, cette fois-ci, on se concentre sur le tien. Donc en fait, on va créer des arcs un peu narratifs, pas nécessairement en le pensant en tant qu'auteur, quoi, mais naturellement, en mode, on va chacun notre tour avoir nos petits égoïsmes qu'il faut satisfaire parce qu'on fait société, en fait, tu vois. Tu m'as aidé une fois, à mon tour de t'aider, et on visite les ambitions et les trucs de l'un et de l'autre. C'est marrant parce que en t'écoutant, j'ai l'impression qu'il y a deux, on va dire, timelines pour passer du 1v1 au 1v2 ou plus, qui sont assez contradictoires en fait. Il y a ta manière de voir les choses qui est très OSR. On commence potentiellement en sachant rien du tout les uns des autres, et c'est la construction, on va dire, sur pièce, quoi, qui va nous amener à vraiment, de manière très émergente, définir nos objectifs individuels, voir dans quelle mesure est-ce qu'ils se combinent ou pas, ou même il y a des antagonismes qui peuvent émerger, etc., quoi. Versus une version, on va dire, plus, j'ai envie de dire, narrativiste au sens PBTA, truc comme ça, où on va beaucoup plus crafter en amont les relations interpersonnelles, et j'ai l'impression que ça a moins ta préférence, cette deuxième, pour passer du 1v1 au 1v2 ou plus. Est-ce que est-ce que je diagnostique bien tes préférences ou... Non, t'as raison. Alors, c'est pas forcément spécialement attaché à l'OSR en soi, mais on va dire que... le philosophie de jeu, quoi. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. En fait, moi, j'ai beaucoup de mal à... Je vais mettre du temps à me mettre dans mon personnage, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, c'est le cas. T'en as, ils vont avoir ce truc de... Pour être dans mon personnage dès le début, je vais méga m'investir dedans, je vais y penser plusieurs jours, je vais parler avec les autres et tout. Moi, ça m'intéresse pas trop comme exercice. En fait, pour avoir vraiment l'impression de pouvoir penser comme mon personnage, il faut que j'ai vécu ce qu'il a vécu pour en fait avoir des souvenirs avec mon personnage. Et c'est à partir de ce moment-là que je vais me dire, un bonhomme qui a vraiment vécu ça, et moi je l'ai un peu vécu, tu vois, d'une certaine manière, ça s'est ancré dans ma mémoire, je peux commencer à penser comme mon personnage. Donc j'ai une tendance à me dire, à ressentir beaucoup d'artificialité dans pas mal de trucs. Et du coup, moi ça me dérange, comme je disais, pas du tout de dire, vas-y, on joue les premières parties, on joue très vite, quoi. Genre en fait, on joue, on fait des trucs, et quand j'aurai passé 4 sessions avec mon perso et qu'il aura vécu 3 fois plus de trucs que si on avait tout incarné, je saurais beaucoup mieux qui est mon personnage, en fait.
Et j'avais un autre truc, attends, je réfléchis, si je le retrouve pas, je cut. Oui, et aussi, un truc que j'aime bien, enfin que j'avais dit au gars avec qui j'avais joué à Shadow March, qui se connaissaient pas en plus, hein, genre vraiment, on était parti en mode, vous connaissez pas trop en tant que joueur, boum, vous connaissez pas vos personnages, on joue, YOLO. et c'était Ouais. trop bien. Un truc que je leur avais dit, c'est quand votre personnage, vous dites, il a rien à foutre ici, vous pouvez changer de personnage en fait. Vous avez moi, comme c'est un bac à sable, je suis pas en mode non, non, ton personnage il faut qu'il reste vraiment, il y a des secrets là. Je pense aussi ça redonne une forme d'agentivité, de se dire Ouais. au moment où mon bonhomme, je me dis il a rien à foutre dans ce groupe, si je veux, je peux lui Ouais. faire un bon départ, peut-être qu'il réapparaîtra plus tard, et on fait une session 0.5 en mode j'aimerais bien remettre un autre perso, et voilà quoi. Ouais. Là, c'est intéressant, ouais. En fait, c'est même pas sûr que aucun des joueurs fasse ça, mais le fait de le savoir, ça change tout, quoi. Donc c'est En ouais, fait, t'as raison, c'est très finalement il y en intéressant, a ouais. quasiment aucun qui l'a fait. En fait, celui qui l'a fait, c'était le plus jeune qui découvrait un peu le jeu de rôle et qui le faisait surtout pour essayer plein de classes parce que ça le faisait rigoler. Tu sais, il avait une approche beaucoup plus lude. Un peu, c'est un Ouais. MMO. Ah, vas-y, j'ai envie de jouer un rôdeur maintenant. Donc lui, il a trouvé son Ouais. kiff, tu vois. Je pense qu'il se serait fait chier hein, si on lui avait dit, mec, non, non, tu fais du théâtre là, sur commande. Pardon. Donc nous, forcément, son personnage, il était un peu à côté, mais il avait cette liberté-là. Les autres, ils l'avaient aussi. Et les Ouais. autres, eux, ils l'ont moins fait. Effectivement. Ils l'ont pas fait même. Peut-être pour finir là-dessus, il y a un autre élément un peu de, comment dire, lié à l'agentivité, c'est clarifier le fait que les personnages peuvent être en conflit, voire même qu'il peut y avoir des morts, quoi. C'est-à-dire qu'il y a Ouais. pas grand-chose qui est sacré, ni l'objectif, ni la bonne entente, ni même l'intégrité physique des personnages, au sens où ça c'est un truc que j'ai constaté quand même de mon côté. Quand tu fais ça, je trouve que ça casse un peu le côté on est un groupe soudé, on sait pas trop pourquoi. Et aussi ça redonne de l'agentivité et de l'individualité, parce que c'est ça aussi qui compte, j'ai l'impression. C'est de se dire, si je suis pas d'accord, je le fais pas. Si je suis vraiment pas d'accord, je peux te menacer. Si vraiment ça dépasse les bornes, et ça crée du jeu. Alors c'est pas pour toutes les têtes, hein, cette manière de jouer, parce que c'est pas forcément au goût de tout le monde d'avoir un antagonisme fort dans une partie. Mais je pense que ça a un rôle un peu similaire à ce que tu disais, c'est-à-dire de dire potentiellement vous pouvez aller jusque-là, soyez prêts, et puis si vous n'êtes pas chaud du tout, bah peut-être la campagne n'est pas faite pour vous, donc ne vous inscrivez pas. Mais d'annoncer ça redonne vraiment la liberté aussi aux joueurs, l'agentivité dont on parlait, Ouais. sans que en fait en pratique il y ait beaucoup de conflits ou même d'attaques en règle, quoi. Ça j'ai l'impression, tu vois, que c'est quelque chose dont on est sorti très très fort il y a un certain nombre d'années en jeu de rôle, du fait que c'était manié avec peu de précautions. Typiquement, le voleur du groupe qui arrête pas de voler dans les bourses des uns et des autres, ce genre de choses. Mais que quelque part, on a atteint un peu une maturité en termes de pratique de jeu qui pourrait potentiellement nous permettre de revenir dessus et de dire, ouais, ok, bon, on est plus âgé aussi, tu vois, on a grandi, on est plus mature aussi en termes de jeu. Peut-être qu'en fait, c'est une bonne idée, quoi, de redonner vraiment une agentivité forte et accepter les conflits. Ah, mais 100%. Je suis d'accord. Et encore une fois, en fait, c'est un peu ridicule. C'est un peu la menace nucléaire, mais personne ne s'en sert, quoi. Parce qu'en fait, Ouais, c'est ça, exactement. c'est la pression sociale aussi. En fait, tu veux retrouver une pression sociale diégétique et pas Ouais. extra-diégétique. C'est-à-dire que dans un groupe de personnes, les gens ne font pas, enfin, se mettent d'accord, mais en fait, quand ils se mettent d'accord, ils font des concessions, on va dire, en tant que personnage. Enfin, si ce qu'on jouait, c'était réel, il y aurait des moments où je te suivrais en traînant des pieds. Il y aurait des moments où je dirais non, je veux pas le faire. Et du coup, Ouais. tu devrais te remettre, toi, pas en tant que personnage, t'essaierais de me convaincre. Moi, en fait, c'est ça. On veut retrouver des personnages qui essaient de se convaincre entre personnages. Exactement. Et du coup, ça donne, c'est marrant parce qu'en fait, potentiellement, ça augmente pas, on va dire, l'agentivité. Bah quand même si, parce que Enfin, c'est un choix possible. C'est pas un choix que tu actionnes. Ça augmente ton espace de choix possible dans une certaine mesure. Je pense que ça a quand même des conséquences concrètes sur la dynamique de jeu. Ça, c'est sûr. Tu prends des décisions que tu n'aurais pas prises sinon, quoi. Et en fait, je me dis même que le voleur qui vole des trucs au groupe, tu peux le jouer, du coup. Mais en gros, ce que ça changerait,
c'est que t'aurais pas le même mec, dès que son voleur il s'est fait choper par les autres et buté, il recrée un voleur pour refaire chier les gens, tu vois. Il est pas puéril. Par contre, il se dit, moi en fait, mon mec, il est vraiment là que pour la thune, dans un premier temps. Je joue comme ça, peut-être je vais m'attacher organiquement à d'autres personnages et je vais revenir sur mon plan qui est de les carottes au pire moment. Et peut-être pas. Et si c'est pas, bah peut-être que je vais dire à la prochaine session, je vais revenir, je vais faire hello tout le monde. En fait, je suis un nouveau perso parce que dans la nuit qui s'est passée dans l'intercession, mon autre perso il s'est barré avec toute la thune. Maintenant, il faut aller le tuer, c'est un PNJ, tu vois. Non, ouais, clairement, je pense que retirer, on va dire, pas mal de constructions méta, ça nous amène à réinvestir un peu les relations des personnages de manière bien réelle. Mais en même temps, tu peux pas complètement laisser de côté le méta, tu vois. Pour moi, il reste ces petits trucs dont on a parlé plus tôt. Bon, bien sûr, les limites des joueurs potentiellement, tu vois, etc. Mais aussi, par exemple, ce petit truc plutôt il faut sentir aussi quand il y a un appel du pied. Comme ça nous évite d'avoir la conversation un peu lourdingue de fin de partie où j'ai encaissé le fait de me sentir exclu de tes scènes et à la fin je te dis en vrai je me suis fait chier pendant toute la partie parce que tu me laissais pas rentrer dans tes scènes, tu vois. C'est clair. Alright, bah écoute, moi j'ai fait le tour de tous les points, c'était super intéressant. Je sais pas s'il y a d'autres trucs que tu veux évoquer là-dessus. Si peut-être, moi il y a un truc auquel je réfléchis là. Donc je joue mon grand bac à sable. J'ai commencé mon grand bac à sable brigandine avec un joueur, là, le meunier. Là. En fait, tu vois, je me dis, voilà, moi j'aime bien cette idée qu'à un moment donné, il croise un autre PJ, quoi, tu vois. Je vois. Qu'il se passe un truc comme ça. Et ouais, je me demande, est-ce que toi, t'as déjà fait des trucs comme ça? Enfin, je sais que je l'ai déjà fait, en fait. Mais c'était il y a longtemps. C'était pensé dès le début. Genre, tu sais, par exemple, j'ai déjà fait des campagnes où je dis il y aura une mini session 1-1 en amont de la campagne et ensuite on se met tous ensemble. Ça, je pense que je l'ai déjà fait. Ou alors je m'approprie des souvenirs qui sont pas les miens. Attends, je réfléchis. Si, je crois que je l'ai déjà fait une fois. Je l'ai fait une fois. Sur du Pathfinder, un truc comme ça, qui n'a pas duré d'ailleurs. Mais ouais, est-ce que ça t'est arrivé, je sais pas, enfin, est-ce que c'est un truc que tu fais souvent, jongler le 1-1 et on se retrouve, puis il y a du 1-1, j'en sais rien. Il y a déjà il y a un jeu qui comment dire, qui déjà implémente ça en dur. Le jeu s'appelle Trip to Sky. C'est pour jouer des sortes de héros sur des bateaux dans le ciel, dans un énorme maelstrom de nuages. Le jeu est merveilleux. Je vous invite vraiment à checker. Typiquement dans la dynamique de jeu, il faut faire une partie en 1-1, en 1v1 avec chaque joueur avant de commencer la campagne. Et ça on n'en a pas parlé, mais je pense que c'est vraiment important. Ça a énormément de vertus. Déjà, c'est cool parce que tu fais une partie 1-1. Le joueur, il a le temps, tu vois, de s'immerger dans son personnage et un peu de découvrir ses propres trucs. Et en fait, dès que tu remets les joueurs ensemble, en fait, chaque personnage a déjà ses objectifs un peu perso, donc ça c'est bon, on aime bien. Et par ailleurs, il a plein de connaissances et potentiellement de personnages qu'il connaît, de son côté de PNJ et tout. Et tu peux potentiellement faire des 1-1 qui durent plus que juste une session en fait. Tu peux faire vraiment pas mal de la vie du personnage avant qu'il monte sur le bateau, en gros. Et après, tout le monde se retrouve. Les personnages se connaissent pas a priori beaucoup au tout début. Ça marche super bien. Et je pense que ça a plein de très très bonnes vertus par rapport à notre discussion. Après, à titre personnel, je crois pas avoir fait comme ça du jonglage j'ai fait des parties 1-1 en préambule avant des scénars solo, quoi, ils disent, avant de faire une campagne. Après, revenir en solo, ça, moi, je l'ai pas fait. Par contre, j'ai des gens autour de moi qui font beaucoup ça et qui font une sorte de campagne où des fois ils se regroupent, des fois ils se séparent, des fois ils se regroupent, etc. Et en fait, le MJ, il va faire vraiment des parties solo avec chacun des joueurs, ce qui permet d'avoir cette dynamique de jeu où quand il y a des choses à faire ensemble, on les fait ensemble. Quand il y a des choses à faire séparément, on les fait séparément, en fait. C'est quasiment comme des apartés énormes où de toute façon, les autres joueurs sont juste pas là, quoi. Et ça marche très bien dans la dynamique de jeu. Alors, c'est beaucoup de taf pour le MJ, ça fait beaucoup de parties. Du coup, ça fait un peu comparativement moins de parties pour les joueurs parce que du coup, le MJ est un peu moins dispo.
c'est l'un des avantages principaux, mais sinon ça a beaucoup de vertus aussi parce que en fait quand les personnages se retrouvent, bah, en fait ça crée quelque chose de très riche parce qu'ils n'ont pas les mêmes informations sur l'univers, pas les mêmes motivations exactement, donc ça renouvelle beaucoup quoi. Un truc que je me dis, où je pense que je ferai attention, c'est une sorte de dynamique inverse. C'est-à-dire, en fait, si tu commences en groupe, mais qu'ensuite il y a un mec, il réclame, le mot est un peu trop fort, mais il réclame son one-one, il faut, Ouais. je pense, à ce moment-là, en tant que MJ, se demander est-ce que je suis prêt à assumer le one-one avec tous les joueurs qui sont là. Ouais. Parce que un truc qui pourrait... Ouais, là, on parle vraiment de plus d'ego et de... Quelque chose qui a moins à voir avec le jeu de rôle, je pense, d'ego et de Ouais. relation. Un truc qui peut être gênant, c'est de se dire, ok, en fait, nous, on joue tous les mercredis, mais en plus, Michel, lui, il a le droit à sa game du vendredi. Ouais. Il en sait plus que nous. Du coup, ça crée un décalage entre le jeu en groupe et le jeu en one-one. Ouais. Et en tant que MJ, je suis pas sûr que j'assumerai le one-one avec n'importe qui. Hein. Comme on se le disait au début, Ouais. c'est... En plus, ouais. c'est... Bah, je pense que je fais un appel à tous les gens qui ont beaucoup de temps de jeu de rôle. Genre, s'il y a des auditeurs en école d'ingénieur qui n'ont rien à faire le soir, c'est peut-être à vous de prendre le flambeau et de faire 5 parties par semaine en tant que meneur. Une partie de groupe et 4 parties solo. Je sais pas si c'est faisable, effectivement, c'est des dynamiques sociales un peu potentiellement un peu toxiques, ouais. Ouais. Pour clôturer viteuf, toi, maintenant, t'essayes... Enfin, comment dire, ton agenda rôliste, c'est quoi? Genre, du coup, tu fais ouais, toutes les soirs de la semaine, j'ai un one-one différent. Comment est-ce que t'as des Comment je joue, périodes moi, où en t'es en pratique? mode j'adore, je fais que du one-one en ce moment, j'ai envie de faire ça, et tu marches comment? Bah, ça a pas mal bougé ces dernières années. J'ai eu des campagnes one-one qui ont duré genre 10-12 séances, quoi. J'ai pas mal alterné entre pas mal de modes de jeu. Mon planning a pas mal bougé, mais j'ai fait plusieurs campagnes en one-one et puis des one-shot aussi. Mais là, en ce moment, en fait, je suis en train de développer un jeu et donc je me focus dessus en fait. C'est un jeu cyberpunk qui joue avec des cartes. Chaque élément de matos est représenté par une carte et il y a une mécanique d'adrénaline qui te pousse à l'action frénétique. Et j'ai pas mal. En fait, ce que j'ai fait avec ce jeu, typiquement, j'ai beaucoup playtesté en one-one. En fait, ah oui, un autre élément, on n'a pas du tout cité, mais je fais énormément de one-one aussi parce que je playteste beaucoup J'aime Ouais. beaucoup designer des jeux en fait. Et donc en fait, c'est très bien d'avoir tu vois, sur un coin de table, avec un pote ou une pote qui passe par là, on se fait une petite partie one-one pour playtester un concept, tu vois. Et ça, j'en fais beaucoup. J'en ai fait une hier soir, plus tard qu'hier soir, d'un jeu d'une amie qui m'a fait tester. Et donc moi, j'ai beaucoup joué à Earthrunner, là, mon projet du moment, en one-one. Et ça marche très bien. Les parties, je kiffe. Vraiment, c'est une régalade. Très intense, très rythmé. Enfin bref, tout ce qu'il faut. Et je suis en train là d'élargir, c'est-à-dire de passer en 2 joueurs, 3 joueurs. Et je vois vraiment, c'est marrant avec le même jeu que j'ai beaucoup playtesté déjà, toutes ces différences, tu vois. Genre dès que je rajoute 2 joueurs, hop, ça change. Un truc que tu voulais évoquer éventuellement. Et 3 joueurs aussi, c'est très différent de 2 joueurs. Le Ouais. jeu peut pas se jouer à 4 joueurs, c'est beaucoup trop. Mais je suis un peu donc je fais pas mal de playtests, j'en fais 1 ou 2 par semaine. Mais là, c'est plutôt des one-shots pour le moment. J'ai pas forcément le jeu est pas un état où il serait pertinent de faire une grosse campagne pour le moment. Enfin, je pourrais, mais j'ai envie de faire varier pas mal les paramètres pour tester plein de trucs. Donc voilà, c'est un peu mon planning de jeu du moment. Bah, ouais, c'est marrant, j'avais oublié ce truc-là. Du coup, t'as ajouté un joueur, puis un autre, etc. Sur ton jeu. Ouais, en fait, c'est Est-ce que en très très rapide, le, genre t'as un pressentiment sur le 2 joueurs, puis le 3, tout ça? ouais. Bah, pour l'instant, ce que j'ai constaté, alors oui, il y a un autre point c'est derrière, qui est moi un objectif très, comment dire, un objectif très bas, c'est que en fait, j'adore ce jeu, j'ai envie qu'il soit joué, mais je sais que beaucoup de rôlistes, comme on en a discuté ensemble, sont pas trop fans ou ça comprennent pas trop le délire avec le one-one. Mais en fait, je me dis que le jeu là en question, Earthrunner, il peut être complètement fonctionnel à plus de un joueur, évidemment. Donc j'ai commencé à le playtester avec un seul joueur parce que je trouve ça plus confortable en fait et j'ai plus l'habitude, tu vois. C'est un peu ma zone de confort, on va dire. Et donc je suis passé à 2 joueurs à partir d'un moment, mais je suis revenu à un joueur à d'autres moments parce que je voulais faire tester à d'autres gens.
Et aussi en convention, j'ai pas mal joué en convention, et là, tu vas pas jouer avec une seule personne, comme on disait tout à l'heure, en one-one, quoi, c'est pas propice. Et donc du coup, j'ai alterné pas mal en fait, un joueur, deux joueurs, trois joueurs en fonction des playtests. Et ce que j'ai constaté, c'est que le jeu change énormément en fait, ça se transforme totalement dès que tu passes de un joueur à deux joueurs. T'as une dynamique qui est beaucoup plus du buddy movie, tu vois. Genre t'as deux joueurs un peu différents, avec il y en a un qui est un peu casse-cou, l'autre qui est un peu sérieux, ou il y a des dynamiques un peu comme ça qui se créent, mais ça reste quand même assez ça reste quand même assez rythmé, et le fait qu'il y ait des scènes individuelles est pas très gênant, mais dès que je passe à trois joueurs, je sens que là ça commence à grincer un peu, au sens où soit c'est tout le monde dans le minivan et juste on fait c'est un jeu avec des missions où tu fais des runs très rapides. Genre, tu enchaînes les missions et on ellipse un peu les moments individuels et on revient à la mission d'après, etc. Ce qui fait que le jeu est un peu moins intéressant du coup, à trois joueurs, pour le moment en tout cas. Il fait moins parce que l'objectif c'est de jouer cette alternance entre des missions très rythmées, assez gore, hein. Il y a beaucoup d'hémoglobine dans les missions. Et tu reviens et t'es un peu pété du cerveau, quoi. Il y a des règles de psychose. Et tu joues un peu avec ça, tu gères un peu ton quotidien, tu gères un peu tes contacts, t'appelles des gens, t'appelles ton psy, etc. Et c'est cette alternance qui est vraiment sympa. Il y a trois joueurs, ça grince un peu. Donc voilà un peu je sais pas si ça répond à ta question, mais voilà un peu le constat que j'ai. Et t'as pas passé le 3, genre à 4, il y a pas un nouveau truc? Ah ouais, non, j'ai même pas essayé, parce que à la limite, je pense qu'à 4, je ferais que des missions. Parce que le côté intermission où chacun fait un peu sa life, à 4, je vois pas trop. Le principe aussi, c'est que les personnages sont relativement potentiellement indépendants. C'est-à-dire qu'ils s'associent l'espace d'un job. Ils peuvent se connaître, ils peuvent avoir des relations et tout. Mais l'objectif, c'est quand même de permettre d'avoir une individualité, quoi. Mm. Un autre truc que j'ai testé, mais je suis pas allé très très loin pour l'instant, c'est une campagne ouverte où les joueurs viennent et potentiellement font une run ensemble. Et après, on joue les conséquences de la run et ce qui s'ensuit en termes de quotidien, quoi. Et la semaine d'après, ça peut être d'autres joueurs. Donc des gens qui ne se sont pas vus, quelqu'un qui a fait beaucoup de runs avec un novice, et ça crée justement ces dynamiques un peu asymétriques. Ça, j'ai pas eu l'occasion de tester sur le long terme, donc je sais pas trop ce que ça donne. Ok, ouais. C'est marrant, hein, cette histoire tu mets deux personnes, ils vont faire un buddy movie. Ouais. J'ai eu le même feeling sur une campagne où en fait, la campagne où je suis en one-one, où je suis joueur, au début c'était à deux, et en fait il y a l'autre joueur qui a quitté la campagne, et on a décidé de continuer quand même avec plus que moi comme joueur, avec le MJ. Ouais. Et c'était ça en fait, ouais, il y avait ce côté, on veut créer un contraste quand on est à deux, plus fort et tout. Et c'est aussi un des trucs que je me disais, c'est que, alors là c'est un peu deep, hein. Quand on est en groupe, on va avoir plus besoin, parfois, je pense, assez naturellement, de se trouver un archétype, un rôle, et donc de peut-être moins complexifier notre personnage dans un premier temps. Je pense après, une fois quand t'es dans la longue campagne, en fait, tout ce dont on parle, ça perd de son sens parce que ça devient 200 fois plus riche. Mais ouais, on va avoir tendance à aller chercher le truc archétypal, etc., à vouloir avoir un personnage cohérent, parce que on pense au regard de l'autre, mais en fait, c'est la même chose que dans la réalité. C'est-à-dire que quand t'as un pote, en général, dès que tu retrouves ce pote, tu redeviens le toi qui est avec ce pote, tu vois. Trop bien. Et bah là, quand t'es en groupe, il y a un peu un truc comme ça, je trouve aussi, où ton perso, t'essayes de le garder cohérent, d'une certaine façon. Là où moi, je sais pas, genre, dès que je suis Enfin, déjà en groupe, j'ai du mal à avoir un personnage cohérent au début, comme je l'expliquais, puisque moi, je mets du temps à être dans mon personnage. Donc au contraire, au début, mon personnage, c'est une sorte de mec un peu à l'extérieur. Je lui fais faire des trucs un peu rigolos, j'expérimente avec le monde pour commencer à rendre tout ça un peu plus matériel et réel. Et c'est seulement à ce moment-là que je commence à capter mon perso. Mais là, comme on est en 1-1, genre, je me mets beaucoup plus de liberté, on va dire, à ce que mon personnage soit surprenant, qu'il fasse pas ce qui est attendu. Ouais. Et surprenant, pas dans le mauvais sens, en mode je plais Toulouse pour play Toulouse, tu vois. Mais en me disant, je suis dans des situations tellement bizarres, je me retrouve dans tellement de situations différentes que c'est pas possible que mon mec il reste toujours égal à lui-même, tu vois. C'est pas un robot. Dans la réalité, quand t'es au taf, quand t'es avec tes potes, quand t'es avec ta famille, et ensuite tu subdivises encore plein de situations, ou quand t'es dans une situation ultra dangereuse, une situation complètement hors du commun, je pense que tu te comportes pas de la même façon. Et je trouve que c'est plus facile de trouver cette complexité de l'individu quand tu joues tout seul, quoi.
Ouais, c'est clair. C'est clair. Et puis il y a aussi un effet, je trouve, où tu te sens pas tellement. Moi, je me sens beaucoup moins la responsabilité quand je joue tout seul en tant que joueur de typer un personnage. Du coup, je joue beaucoup plus de manière naturaliste, je dirais. C'est-à-dire, Hmm. il y a la frontière entre le personnage et moi, elle est très fine, quoi. Enfin, potentiellement. Où je peux rajouter des éléments que j'ai envie d'expérimenter, mais je me sens moins la responsabilité de typer et de caractériser fortement. Et ce qui rajoute beaucoup d'immersion pour le coup. Parce que je peux réagir de manière assez spontanée. Je me dis pas, faut que je fasse un peu le show ou faut pas que je donne la réplique, quoi. Ouais, ouais, carrément. Et ça, je trouve que ça fit vraiment très très bien avec l'idée de jouer en récit choral aussi, un peu là. Ouais. En fait, genre, par exemple, moi, il y a des trucs que je kiffe. Dans les trucs il y a deux trucs qui me viennent en tête que je kiffe pas mal, c'est Game of Thrones et Les Misérables, genre la comédie musicale plus spécifiquement. Je À ne connais Londres. pas. Mais en gros, tu sais, c'est des trucs où à la base, l'œuvre d'origine, c'est un peu c'est des fresques, quoi. Enfin, tu vois, il y a un côté. Ouais. Tu suis plein de personnages, ça parle d'une époque, ça parle d'un truc. Et je trouve qu'en one-one, ça, c'est assez kiffant, quoi, parce que tu peux te catapulter dans plein de personnages différents et, Mm. et agir spontanément en tant que tel. Genre, c'est-à-dire, je te dis, ok, jusqu'à maintenant, tu jouais un meunier, maintenant, t'es un noble. Bah, joue-moi Valentin qui fait un noble, quoi. Tu Ouais. vois. Et genre, C'est vrai que c'est assez kiffant, ouais, j'avoue, comme prémisse, ouais. Puis il y a le côté aussi, on n'a pas parlé, mais je trouve on voit beaucoup plus de l'univers quand on est en 1-1, dans le ouais. sens où c'est beaucoup plus le voyage, quoi. Tu vas beaucoup plus te confronter à des lieux, bah, tu parlais de la flopée de personnages que ça, de PNJ, quoi, que ça crée. Donc tu peux vraiment plus, et là je pense que ton attrait du récit choral, ça montre ça aussi, quoi. Si t'as vraiment, si t'es MJ et que t'as un univers, moi c'est le conseil que je donnerais aux MJ qui ont un univers vraiment ultra foisonnant, bah faites du 1-1 en fait, parce que ça le met vraiment en valeur, je trouve. Ouais, carrément. En fait, tu vas vraiment avoir le joueur, il est en POV, je peux visiter le truc Ouais, librement, aller appuyer sur ce bouton, aller parler à ce machin. Je peux aller dans un magasin, tu vois, et ouais, parler avec le mec, quoi, sans péter les couilles de tout le monde. ouais, c'est ça. Et ouais, c'est marrant que tu dis ça parce que d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. J'avais un peu une grosse frustration sur Dead Genesis. Justement parce que c'est un univers que je trouve trop stylé, mais je trouve que ce qu'on y joue, des fois, c'est compliqué parce que t'as des factions méga marquées, c'est hyper foisonnant, tu sais pas par quel bout le prendre. T'as toujours l'impression Ouais. qu'on passe trop vite sur des trucs et que si tu commences à raconter des trucs, tu vas faire de l'exposition relou. Et il y avait quelqu'un, il m'a dit, mais en fait, ce que tu devrais faire, à t'entendre, c'est jouer en one-one à des Genesis, parce que comme ça, en fait, t'auras Ouais. vraiment un mec en face de toi, il fait ce qu'il veut, il s'intéresse à ce qu'il veut, t'as plus besoin de faire l'exposition pour qu'il comprenne, en fait. C'est lui qui va te poser les questions. Il t'a Ouais. à sa disposition pour te poser les questions qui lui semblent nécessaires, et il avance comme il veut dans n'importe quelle direction, et toi, t'es le wiki, quoi. Tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Ça, c'est assez cool. Exactement. Est-ce que tu veux dire un dernier mot ou un truc, ou est-ce qu'on est bon? Non, je pense qu'on est bon. Bah, merci en tout cas pour la discussion, c'est super riche. J'essaierai peut-être dans les commentaires de la vidéo de faire une sorte de chapitrage pour déjà moi m'y retrouver. Ça pourrait être pas mal. Et puis non, bah sinon merci beaucoup, hein. C'est un sujet passionnant. S'il y a des commentaires qui veulent rajouter une pierre à l'édifice à toute notre réflexion, moi ça m'intéresse beaucoup. Yep. Donc n'hésitez pas à contribuer dans les commentaires. Moi je vous lirai avec attention. Et non, sinon merci, hein. Super intéressant. Et puis tu pourras partager éventuellement ton jeu et tout. C'est peut-être hors sujet, je sais pas, mais en fait, je sais pas si ça devrait faire partie de la vidéo, ça. Mais t'as bossé avec Uop, non, aussi sur un jeu, non? Ouais. Bah Uop, c'est un très bon ami à moi. Ouais. Et je l'ai fait justement, il m'a fait jouer à Earthrunner. Moi j'étais joueur, il m'a fait mener à mon propre jeu, ce qui était vraiment cool. Et ouais, on joue pas mal, on discute beaucoup ensemble et on s'apprécie, quoi. Et vous créez des Mais on n'a trucs. pas développé de jeu ensemble. Lui, il développe un jeu qui va bientôt sortir, qui s'appelle l'Horloge du Diable. Yep. J'ai playtesté tous les scénars. Je suis un giga fan du jeu. C'est incroyable. Le jeu est vraiment super cool. C'est un jeu de flic où t'as un planning et une deadline et tu pars en burn-out parce que t'as pas le temps et la bombe va exploser samedi. Et, c'est mercredi soir et t'as un million de trucs à faire. Et c'est une enquête qui avance très vite. Et c'est une enquête où t'es jamais bloqué. C'est juste, t'as pas forcément le temps d'interroger tous les suspects, t'as pas le temps d'aller fouiller toutes les pièces, il faut prendre des décisions. Donc c'est ultra intense, quoi. Donc on a pu discuter du jeu, mais ouais, non. On n'a pas développé de jeu ensemble à proprement parler, mais on discute beaucoup ensemble. En tout cas, ouais, si tu hésites pas à partager ton truc aussi, je pense que ça peut intéresser des gens, Heartrunner.
Bah, c'est dans les cartons pour le moment, il n'y a pas de dispo, quoi. Mais ça va l'être, j'espère, bientôt. Eh ben, si vous êtes encore là à nous avoir écoutés, déjà merci de votre intérêt. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre des petits pouces bleus, des petits trucs pour soutenir la chaîne, et puis à venir sur le Discord éventuellement, parce que peut-être que le fait qu'il y ait un épisode sur le 1-1 va motiver des gens à essayer de mettre en place du 1-1, et peut-être que vous trouverez d'autres gens intéressés par du 1-1. Je ne sais pas. Merci à toi, Valentin, du coup. Merci à toi. Et puis à la prochaine sur Le Bon MJ. Ciao, ciao.